On repart au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Christophe Castaner s'exprime. Mesdames, Messieurs, nous avons tenu ce matin une nouvelle réunion d'état-major rassemblant les différentes autorités de ce ministère en charge de la sécurité et de la protection des Français pour aborder la préparation des manifestations annoncées demain dans toute la France et à Paris. Cela fait maintenant 3 semaines que le mouvement dit des Gilets jaunes a débuté. Il est né d'une colère sourde, venue de loin, longtemps contenue, qui a soudain éclaté. La colère de Françaises et de Français pour qui les fins de mois sont difficiles, qui veulent légitimement pouvoir vivre dignement de leur travail, qui veulent offrir un avenir à leurs enfants, une aide à leurs aînés. De Françaises et de Français qui veulent se voir davantage reconnus, entendus, considérés. Ces Français que, comme maire d'une petite commune rurale, pendant 16 ans, j'ai si souvent rencontrés et qui, effectivement, tout en se battant pour chercher un travail, tout en se battant pour garder un travail, souffrent de ces difficultés du quotidien. Cette colère, je l'ai entendue comme le gouvernement l'a entendue. Des gestes ont été faits. Le Premier ministre a ouvert sa porte et a tendu la main. La hausse de fiscalité des carburants a été annulée. Et d'autres mesures annoncées à effet immédiat et au 1er janvier ont été engagées. La concertation aujourd'hui doit se réaliser au plus près des territoires pour permettre de trouver à chacun le bon niveau et pour nous, pour apporter systématiquement des réponses. Mais il faut distinguer l'expression pacifique de cette colère des violences inacceptables que nous avons vues se multiplier ces 3 dernières semaines. En vérité, il est loin le 17 novembre. Ce jour-là, dans la spontanéité et la désorganisation la plus totale, des gens ont revêtu leurs gilets jaunes et ont occupé les ronds-points, les routes, les places, sans respecter, certes, les règles élémentaires qui encadrent dans notre pays le droit à manifester, mais avec bonne foi, sans hargne ni intention belliqueuse. Et j'ai immédiatement donné comme instruction que nos forces se mobilisent pour protéger le plus souvent possible, chaque fois que c'était possible, les manifestants. Dans ces premiers jours, ce mouvement que j'ai pu qualifier de bon enfant, nos forces ont été là. Elles l'ont fait le plus souvent, au risque aussi de leur engagement. Mais il nous fallait à la fois garantir la protection des manifestants et garantir aussi le droit fondamental de libre circulation. Cela n'a pas empêché des drames. Et dès le samedi 17 novembre au matin, une femme, gilet jaune, mourait, victime d'un accident. Du moins, n'en-avions pas encore eu affaire à des crimes. Et puis, peu à peu, le mouvement a changé de nature. Et en même temps, qu'il rassemblait d'ailleurs de moins en moins de monde. 282 000 personnes décomptées le 17 novembre. Combien sont-ils aujourd'hui en réalité? À peu près 10 000 dans toute la France. 10 000, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la France, c'est une petite minorité. Une petite minorité qui compte aujourd'hui dans ses rangs des personnes pacifiques et bien intentionnées. J'en ai rencontré. Mais qui compte aussi des personnes, il faut le dire, qui se sont radicalisées, qui ont franchi les limites de la légalité républicaine. Des personnes qui sont tombées dans la violence et dans la haine. Une haine attisée par les compatriotes de tout poil, par les complotistes, de tout poil, et exploitée par des groupuscules extrémistes qui rêvent de faire vaciller la République. Des rassemblements pacifiques sur les ronds-points, nous sommes passés au blocage des zones commerciales, au blocage de dépôts pétroliers, aux agressions de journalistes, aux intimidations de parlementaires et leurs familles, menacés jusqu'à leur domicile, à la destruction de la barrière de péage de Virsac, à l'attaque du groupement de gendarmerie de Narbonne, à l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, à la profanation de l'Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu, à la violence déchaînée dans les rues de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Tours, jusqu'à l'appel à marcher sur l'Élysée. Un premier bilan judiciaire permet de prendre la mesure de ce qui s'est passé. Rien qu'à Paris,
Le 1er décembre, il a été procédé à 412 interpellations qui ont donné lieu à 378 gardes à vue. Suite au saccage de l'Arc de Triomphe, une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction. 13 suspects ont d'ores et déjà été mis en examen, dont 3 sous détention provisoire, et les interpellations, comme l'enquête, se poursuivent. À Marseille, pour les dégradations commises sur la Canebière et le Vieux-Port, 20 individus ont été présentés et 13 ont été immédiatement incarcérés. À Tours, 2 manifestants de 19 et 22 ans ont été condamnés à 6 et 8 mois de prison ferme pour avoir jeté des projectiles et des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre. À Bordeaux, une femme de 29 ans a été condamnée hier à 1 an de prison ferme pour vol en réunion et par effraction lors d'une attaque contre le péage de Virsac. Partout en France, la mobilisation des forces de l'ordre et notamment de la police judiciaire est totale pour identifier, interpeller les fauteurs de troubles et les auteurs d'appels à la haine sur les réseaux sociaux. L'exploitation des vidéos et des éléments de police technique et scientifique ont d'ores et déjà permis des identifications. Elles se poursuivent. Des armes ont été découvertes. Des individus ont été interpellés et présentés à l'autorité judiciaire. À cette heure, au vu des éléments de renseignement dont nous disposons, tout laisse à penser que ces éléments radicaux, ces factieux, vont à nouveau tenter de se mobiliser demain. C'est pourquoi un dispositif de grande envergure sera mis en place demain en France, partout en France. 89 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays. Des moyens exceptionnels seront mis à disposition des préfets dans leur département pour assurer l'ordre public et la protection des institutions. À Paris, le Premier ministre l'a indiqué hier, ce sont 8 000 hommes qui seront déployés. Des véhicules blindés à roues de la gendarmerie seront aussi mobilisés. Ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas des chars, ce sont des moyens spécialisés de la gendarmerie nationale qui permettent notamment de dégager les barricades. Ils ont été utilisés récemment à Notre-Dame-des-Landes. Compte tenu des intentions hostiles affichées par nombre d'individus et groupes appelant à venir à Paris, vous comprendrez que je ne dévoilerai pas davantage le dispositif qui va être mis en place, à Paris comme en province. Je vous invite aussi, vous la presse, à ne pas renseigner les casseurs. Sachez simplement que nous aurons fait évoluer ce dispositif. Laurent Nunez et moi-même l'avons indiqué lors de nos auditions par les commissions des lois à l'Assemblée nationale comme celle du Sénat, dans le sens d'une plus grande réactivité, avec la volonté d'une plus grande mobilité, pour répondre plus efficacement à la stratégie de dispersion et de mouvement qui est celle des casseurs, nous l'avons vu la semaine dernière. Pour finir, avant de répondre à vos questions, permettez-moi une nouvelle fois de saluer le courage et l'engagement exceptionnel de nos forces de sécurité et de secours. Au quotidien, ce sont 75 000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et personnels de préfecture qui sont mobilisés dans toute la France pour assurer la protection de nos concitoyens. Et cela de façon presque permanente depuis bientôt 3 semaines. Ils travaillent dans des conditions très difficiles, de jour comme de nuit, avec un professionnalisme admirable, en veillant à apporter toujours une réponse proportionnée. Je veux avoir une pensée pour eux. Je pense à ce policier percuté le 17 novembre à Strasbourg par une voiture qui a refusé d'obtempérer, ou celui qui vient de ce matin même à Mulhouse par un motard. Il est touché au bassin et aux jambes. Je pense à ce policier qui a perdu une main à Saint-Denis de la Réunion pendant qu'on tentait de mettre le feu à sa voiture. Je pense à ce policier qui, au fond, comment qualifier cela, est menacé encore de perdre un œil et c'est passé le 24 novembre. Je pense aux policiers de la 21e compagnie d'intervention de la préfecture de police, ceux qui étaient sur l'Arc de Triomphe. Je leur ai rendu visite hier au commissariat du 8e. J'ai écouté, j'ai entendu des choses que je n'imaginais pas entendre, même dans ces fonctions de ministre de l'Intérieur dont je sais qu'elles sont difficiles. Ils m'ont raconté ce qu'ils ont vécu. Ils m'ont dit ils voulaient nous tuer. Voilà ce que j'ai entendu, voilà cette réalité vécue, voilà comment on a pu les attaquer dans leurs véhicules, immobiliser leurs véhicules, jeter des cocktails Molotov à l'intérieur de ces véhicules, voler les armes et menacer, là encore, de les rôtir comme des poulets grillés. Voilà ce qu'ils ont entendu, voilà ce qu'ils m'ont raconté. L'un d'eux revenait du Mali. C'était un militaire qui a quitté l'armée il y a peu, qui aujourd'hui est dans nos forces. Il m'a dit même
sur des terrains de guerre. Je n'ai jamais vécu cela. C'était une zone de guerre. C'est cela le témoignage aussi de celles et ceux qui étaient là pour défendre l'Arc de Triomphe, qui l'ont perdu puis reprise 6 fois. Et c'est pourquoi, pour l'honneur de ces femmes, de ces hommes, j'ai décidé de porter plainte à l'encontre de M. Dupont-Aignan, qui, sans vergogne, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, a osé affirmer, je le cite, que c'était les petits casseurs de M. Castaner qui avaient saccagé l'Arc de Triomphe. On verra si ce monsieur ose nous opposer son statut parlementaire. Il ajouterait alors la honte à l'indignité. Demain, tous les vrais républicains seront derrière nos forces de l'ordre et de secours, gendarmes mobiles, compagnie républicaine de CRS, compagnie d'intervention, sapeurs-pompiers. Grâce à eux, force restera à la loi et au droit. Quand nos forces agissent, elles le font face à un désordre très violent le plus souvent. Elles protègent souvent les manifestants contre leur propre violence. Elles se protègent aussi, elles protègent nos concitoyens. Quand on attaque ceux qui protègent les Français, ce sont les Français que l'on attaque. Il y a un état de droit, il y a des règles, il y a des procédures. Elles sont la garantie de nos valeurs, elles sont notre obligation. Et nous devons, nous les représentants de l'ordre, être exemplaires. Mais face à la violence systématique, organisée, nos forces répondront par la fermeté. Je n'aurai aucune tolérance pour ceux qui instrumentalisent la détresse de nos compatriotes. Je m'adresse aux casseurs qui, parmi les gilets jaunes, ont basculé dans la violence, comme aux professionnels de la violence qui se sont greffés au mouvement. Aux délinquants, aux criminels, nous opposerons la réponse la plus ferme. Mais je sais que ceux qui ont de la sympathie pour les gilets jaunes condamnent, comme nous tous, ces violences. À eux, je voudrais dire que tout sera mis en œuvre pour les défendre. Ces 3 dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux. Maintenant, place à la République, place à nos valeurs, place au respect du droit, place au dialogue et à la réconciliation, place à la paix et à la protection. Ce sera tout le sens de notre mobilisation pour demain. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Bonjour Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bonjour. Paul Larouture au quotidien. J'ai 2 questions à vous poser. La première, depuis hier, il y a des images qui indignent. Elles se passent à Mantes-la-Jolie. On voit des dizaines de jeunes qui sont parqués, qui sont agenouillés, qui ont les mains sur la tête. Des images terribles. Comment la République justifie-t-elle ces images? Pensez-vous qu'une faute a été commise? Comment la République en vient-elle à mettre des adolescents à genoux? Et ma seconde question, l'Élysée affirme que demain, pour l'acte 4 des Gilets jaunes, certains viennent pour casser, certains viennent pour tuer. Est-ce que vous avez des preuves? Je vous remercie. D'abord sur Mantes-la-Jolie. Les images des interpellations des jeunes gens arrêtés sur cette commune sont dures. Vous avez raison de le souligner. Mais je crois qu'il est important de les replacer dans un contexte. Il y a la vérité, il y a le commentaire, il y a aussi l'exploitation par certains. Les 3, 4, 5 décembre, la commune de Mantes-la-Jolie a été le théâtre d'un mouvement de la part de lycéens aux abords des établissements Jean Rostand et Saint-Exupéry qui sont localisés à proximité du quartier Val-Fouré. Au fil des jours, ce que l'on a pu observer, c'est que des lycéens auteurs de blocage étaient rejoints par une centaine d'individus encagoulés et armés de bâtons et d'engins incendiaires, avec la ferme intention d'en découdre avec les forces de l'ordre. Ce ne sont pas des mouvements de lycéens, mais de véritables violences urbaines que l'on a connues et qui sont le fait d'individus qui n'ont pas hésité, et je reprends les faits, à construire de nombreuses barrières de feu dans les rues étroites d'un secteur pavillonnaire, avec des risques importants d'embrasement de maisons d'habitation, à s'en prendre aux automobilistes en jetant des projectiles sur leurs véhicules et en commettant plusieurs vols à la portière, à saccager des pavillons, notamment celui d'une personne âgée qui a été bousculée et à qui des bouteilles de gaz ont été dérobées dans sa cuisine. Et juste avant l'interpellation dont nous parlons, ces bouteilles de gaz et une dizaine d'autres dérobées par ailleurs ont été jetées, robinet ouvert, sur des barricades enflammées. C'est dans ce cadre-là
que nos forces de l'ordre sont intervenues. Ces actes totalement irresponsables, dangereux, inacceptables ont été commis par des jeunes gens qui ne sont pas forcément des adolescents et des lycéens. Il faut avoir cela en tête. Nous avons connu une violence quasi automatique. Hier, avant-hier, 44 policiers ont été blessés, 31 lycéens aussi l'ont été. 2 personnels de l'éducation nationale ont été molestés. Le ministre de l'Éducation nationale a pu évoquer ce matin ce personnel aspergé d'essence avec menace d'y mettre feu. Au total, sur Mantes-la-Jolie, et je veux être précis, ce sont 151 personnes qui ont été interpellées. Certaines étaient cagoulées, porteurs d'aérosols lacrymogènes, de battes de baseball, de barres de fer et sont venus au contact plusieurs fois des citoyens. 83 policiers ont été mobilisés, 5 grenades lacrymogènes et 1 tir au cougar et 6 tirs de lanceurs de balles de défense ont été nécessaires. Je voudrais préciser que le parquet s'est déplacé au commissariat de police locale pour les mesures de placement de garde à vue qui seront pour 145 d'entre elles renouvelées. C'est pour vous dire l'importance et la gravité de ce qui s'est passé. Je rappelle d'ailleurs que lors de ces interpellations, les jeunes ont pris la fuite et sont dirigés vers le jardin du pavillon qui était clos et c'est celui sur lequel vous avez vu ces images. Seuls 12 personnels de police étaient là pour effectivement les empêcher de s'enfuir. Ils étaient 150 à être interpellés. D'où cette procédure qui correspond avant la fouille à la procédure classique. Je sais la violence de ces images, mais je sais aussi, et je pense qu'il nous faut la lier, la violence de cette réalité subie par nos femmes et nos hommes qui étaient sur place. 12 hommes, 12 femmes ont neutralisé 150 personnes qui étaient dans un engrenage avec cette volonté de casser, de brûler et d'utiliser des bonbonnes de gaz pour faire exploser cela. J'ai échangé évidemment avec Jean-Michel Blanquer sur ce sujet. Je souhaite que nous puissions avoir une photographie de la totalité des faits et que sur la base de l'instruction qui est menée notamment au niveau de la justice, nous puissions apporter toutes les réponses à cela. Nous devons être exemplaires, nous, nos forces de l'ordre, moi-même, et évidemment j'ai cette exigence-là. Et je souhaite que toute la procédure se fasse en fonction du respect des règles d'interpellation quand on est dans des interpellations. Et je peux vous le dire, toute la procédure sera évaluée sous contrôle de la justice qui déterminera les suites qui doivent être réservées à ces interpellations, mais aussi à la diffusion des images et la raison pour laquelle elles ont été diffusées. Il y a une source qu'on ne connaît pas en dehors de celle d'un journaliste. Je souhaite que toute la transparence soit faite et je m'engage devant vous à rendre publiques les conclusions des enquêtes qui seront menées. Ce que je retiens, c'est que parmi ces 150 jeunes qui étaient là, immobilisés, aucun n'a été blessé. Et de la même façon, nos 12 agents qui sont intervenus sur le site ne l'ont pas été. Pour votre deuxième question, je ne vais prendre qu'un seul exemple. La procédure m'empêche de donner le nom de la personne qui a été interpellée hier. Cette personne exprimait sur les réseaux sociaux sa volonté de, je cite, « dégommer des monuments et de tuer la République ». Et il évoquait la manifestation du 8 décembre. Apparaissait d'ailleurs sur son Facebook un message qui considérait, j'ouvre les guillemets, qu'un bon flic est un flic crevé. Le problème, c'est que cette agitation-là, elle se multiplie sur les réseaux sociaux. Nous avons fait une perquisition chez lui et nous avons trouvé dans son appartement 2 armes de poing. Un revolver 357 Magnum et un pistolet MAB calibre 7,65. Ainsi que des munitions, ainsi qu'un sac à dos contenant différents matériels pour manifester, et un gilet jaune siglé anti-franc-maçon. Mais il avait aussi des feux d'artifice, des gants, un masque de protection, des genouillères. Voilà un exemple pour illustrer cette violence, mais cette violence armée à laquelle nous assistons. Monsieur Castaner, Nicolas Chapuis pour Le Monde. Après la manifestation de samedi dernier, il y a eu de nombreuses critiques sur le dispositif de maintien de l'ordre et le fait qu'une partie des forces avait été trop statique autour du périmètre de l'Élysée et des Champs-Élysées. Vous en avez parlé cette semaine devant les différentes commissions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui qu'il va y avoir ce changement de doctrine que vous avez appelé de vos voeux et en quoi consiste-t-il? Est-ce que ça veut dire que les forces de l'ordre vont aller davantage au contact, vont être plus offensives que la semaine dernière? En quoi ça consiste, s'il vous plaît?
Votre question est à la fois pertinente et vous comprendrez ma réponse. Je ne souhaite pas présenter devant vous, non pas vous, journalistes, mais à celles et ceux qui préparent leur offensive possible demain, les éléments de réponse que nous allons leur apporter. Je pense que la situation est suffisamment grave pour que vous m'accordiez le bénéfice de cela. Nous sommes préparés, nous avons fait effectivement évoluer la doctrine pour une raison simple. Samedi dernier, sur les Champs-Élysées, qui était ce lieu emblématique revendiqué par les manifestants gilets jaunes, j'ai voulu tendre la main. Ce lieu a toujours été interdit par tous les ministres de l'Intérieur pour des manifestations parce que nous savons qu'il est particulièrement difficile à sécuriser. Mais j'ai voulu, en signe d'apaisement, comme l'avait fait le Premier ministre la veille en proposant de rencontrer des gilets jaunes, que nous puissions garantir qu'ils puissent défiler de façon sécurisée au sein des Champs-Élysées. Et vous avez remarqué qu'au fond, très peu, près de 500 personnes seulement, ont accepté la seule obligation que nous imposions, celle de fouiller les sacs pour vérifier qu'il n'y avait pas d'armes par destination dans ces sacs. Ils les ont refusés, ils se sont déplacés, ils ont attaqué de la façon que vous connaissez. Pour demain, le dispositif sera évidemment adapté à cette situation. Je l'ai indiqué aux parlementaires, je vous le confirme, mais vous conviendrez que je ne le précise pas. De l'AFP, vous estimez le nombre de manifestants ou casseurs demain sur Paris à quel nombre en fait? Vous savez, c'est toute la difficulté de ce mouvement qui n'est pas un mouvement. Et donc vous avez une multiplication d'appels et puis on annonce sur Facebook qu'on va participer à l'événement. Moi, traditionnellement, c'est plutôt pour des anniversaires que j'ai vu pratiquer cela. Et là, depuis 3 semaines, on voit ce dispositif, notamment Facebook, s'ouvrir. Et on a pu voir systématiquement que quand 20 000, 30 000, 40 000 personnes disaient participer au mouvement, en réalité, c'était quelques milliers seulement. Je pense qu'il y aura demain, au fond, que quelques milliers de personnes. Mais je sais que dans ces personnes, il y a des gens ultra-violentes qui veulent participer. Bonjour Monsieur le Ministre, Mélanie Bertrand, BFM TV. Est-ce que vous redoutez demain la présence de membres d'ultra-gauche, de casseurs, de Black Bloc qui viendra de l'étranger, comme ça a pu se voir dans différentes réunions comme les G20 ou autres? Comme ça a pu se voir aussi le 1er mai en France, oui, nous redoutons aussi cette mobilisation-là. J'ai accompagné le président de la République dans l'Arc de Triomphe. Un des personnels de l'Arc de Triomphe disait avoir vu un Allemand et un Portugais cassés au sein de l'Arc de Triomphe. Cela n'est pas exclu. Olivier Aspitard pour la Société de Presse. Monsieur le Ministre, samedi dernier, un fusil d'assaut, une arme longue a été dérobé dans un véhicule de police. Est-ce que des mesures vont être prises pour que cela ne se reproduise plus? Je vais inverser un peu votre question. Samedi dernier, un véhicule de police a été pris d'assaut par 150 manifestants qui voulaient effectivement tuer ceux qui étaient à l'intérieur. J'ai rencontré celui qui a perdu l'arme et je lui ai apporté mon soutien. Parce qu'il m'a raconté qu'en tentant de s'enfuir du camion qui commençait à être incendié, il a pris l'arme pour éviter qu'elle reste. Elles sont dans une malle spécifique. C'est une arme qui est utilisée pour des fins antiterroristes parce que nous craignons aussi ce risque-là. Et donc il a pris l'arme pour tenter de s'enfuir. Et quand il l'est sorti, il a été roué de coups. Il a tenu l'arme, m'a-t-il raconté longtemps. Puis il a fini par la lâcher. Et même quand ils ont pris l'arme, ils ont continué à le rouer de coups. Donc toute la difficulté est au fond que pour éviter ce risque-là, et pour répondre à votre question, il faudrait désarmer notre police. Notre police, et ce n'est pas le sens de votre question, notre police est armée pour protéger les Français. Et ce type d'arme-là est utilisé pour protéger face aux risques terroristes. Nous avons pris d'autres dispositions aussi pour demain pour protéger face aux risques terroristes. Plus de questions ? Je vous remercie. Voilà, Christophe Castaner qui vient de s'exprimer depuis le ministère de l'Intérieur. Il a rappelé les interpellations, les dégâts, les condamnations et également reprécisé le dispositif de sécurité de demain. Christophe Castaner qui annonce porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan. Une phrase forte peut-être, ces 3 dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Nadine Morano, merci de nous avoir rejoints. J'aimerais avoir votre impression, votre réaction à cette déclaration de Christophe Castaner qu'on vient d'entendre.
Je pense que la réponse en matière de sécurité est inadaptée. Nous sommes dans une situation très très grave. D'ailleurs, il a rappelé l'ensemble des événements qui ont eu lieu. Je regrette que le gouvernement n'ait pas pris la mesure de cette situation en décrétant l'état d'urgence, qui donne des moyens supplémentaires à nos forces de sécurité. Et là, je trouve que c'est dommage parce que pour 12 jours, on aurait pu l'avoir sans passer par la loi. Et puis par ailleurs, je trouve que la réponse politique elle-même est insuffisante. Bien sûr, il renonce à augmenter les taxes sur les carburants, mais le chef de l'État ne s'exprime pas. Il s'exprimera sans doute la semaine prochaine. Il est nécessaire de remettre tout à plat en termes de méthode, d'avoir un véritable Grenelle sur la fiscalité. Et je constate que nous, lorsqu'il y a eu la grande crise économique et financière, nous avons fait 2 sommets sociaux et nous avons respecté ce qu'on appelle les corps intermédiaires que M. Macron continue à éradiquer dans ses consultations, et je trouve ça dommage. Sur la réponse sécuritaire, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, j'aimerais vous entendre. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Le retour de l'état d'urgence temporaire, c'est pertinent ? Non, c'est pas pertinent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un mauvais signal vis-à-vis des Gilets jaunes. Parce que, je tiens à le dire, les policiers se sentent concernés par les Gilets jaunes, parce que la grande majorité agissent de manière pacifique. Il faut le dire. Et il ne faut pas comparer ce qui se passe sur l'ensemble du territoire et ce qui se passe à Paris depuis plusieurs semaines. Ce sont 2 choses différentes, même s'il y a un petit noyau de Gilets jaunes radicalisés, mais ce n'est pas représentatif des Gilets jaunes, et je tenais à le dire. Sur l'état d'urgence, donc déjà, c'est un très mauvais signal pour l'expression populaire. Je ne pense pas qu'on soit dans un régime d'attentat ou de violence urbaine permanente, comme on l'a connu en 2005, avec 3 semaines consécutives de violence. Et puis, c'est un très mauvais signal pour les policiers. Parce que l'état d'urgence, c'est plus de présence, plus de disponibilité, alors que nos collègues sont à saturation. Ils n'en peuvent plus. Quel est l'état, justement, et physique et psychologique des forces de l'ordre ? Mes collègues, ils sont fatigués. C'est pas l'escalade sécuritaire qui va régler le problème. Il faut une réponse politique. Laurent Berger a fait beaucoup de propositions, le secrétaire général de ma confédération. Aujourd'hui, je suis content de voir que le gouvernement reconnaisse l'utilité enfin des corps intermédiaires, puisqu'il appelle à la fois les partis politiques mais aussi les syndicats. Et si vous me permettez de vous préciser qu'hier, il y a eu des élections professionnelles dans la police nationale et que les policiers ont voté à plus de 85%. Ça démontre quand même qu'il y a une utilité des syndicats, même si on peut contester le système. Alors, je voudrais juste entendre Christophe Chalençon, justement, sur cette déclaration du ministre de l'Intérieur, sur le dispositif de sécurité mis en place demain. Alors moi, je rejoins entièrement les propos de monsieur. L'état d'urgence ne va faire que faire monter la pression. Et monsieur Castaner est, encore une fois, dans le déni sur la mobilisation des Gilets jaunes. Les chiffres qu'il annonce depuis le départ sont faux. La mobilisation est importante. Vous n'avez pas de chiffres pour autant. Mais madame, quand vous êtes 300, 400 par rond-point, des fois 2000, 3000, rien que sur le Vaucluse. Pardon ? Quelquefois 10 ou 20 sur certains ronds-points. Mais 10 ou 20 dans les petits villages. Oui. Ouais, mais tout ça multiplié, c'est autre chose que les 280 000 gilets jaunes que M. Castaner annonce depuis le départ. Donc ça ne fait que renforcer la détermination des gilets jaunes. Et là, il vient encore de me mentir. Cet homme est un fou et un irresponsable. Attends, vous allez fort là. Mais menteur, moi, oui, mais en quoi ment-il ? Non, mais non, sur les chiffres, vous ne disposez pas d'autres chiffres fiables que le ministère de l'Intérieur, à ce que je sache. Si, malheureusement. Ah bon ? Oui. Bah, donnez-les. Mais non, je vais pas. Moi, je partage pleinement les mots de ce représentant des forces de l'ordre avec lesquels nous sommes en contact en permanence, qu'il partage entièrement nos revendications, c'est-à-dire ils ont les mêmes problèmes que nous. Et là, M. Castaner les envoie au casse-pipe. C'est là le malheur. C'est qu'on envoie des citoyens français à l'encontre d'autres citoyens pour... Moi, j'emploie le terme de garde... On se croirait au temps des Romains. Là. M. Castaner envoie sa dernière garde. Voilà. Alors que la solution est politique. Nadine Morano, vous hochez de la tête. Oui, non, je voudrais dire que vous êtes contre l'état d'urgence, mais beaucoup d'autres syndicats de police et de policiers le réclament parce que ça donne des moyens supplémentaires aux forces de sécurité. Il y a d'autres syndicats de police qui le réclament. Les perquisitions administratives. Il n'y a pas besoin d'état d'urgence. Non, tout ça, c'est rentré dans le corps général du droit depuis la loi antiterroriste. Non, mais d'accord, mais sauf que... Moi, je vous dis que c'est inadapté et que ça ne sert à rien. Monsieur, vous venez de
dire vous-même que vous étiez proche de M. Laurent de la CGT, c'est ça que vous avez dit? CFDT. Pardon, M. Berger, la CGT, excusez-moi. CFDT. Mais je voudrais vous dire quand même qu'il y a différents modes d'expression aussi dans les forces de police, parce que nous, on les voit aussi sur le terrain. Vous voyez, moi, je viens de Lorraine. Donc, en Lorraine, j'en ai vu beaucoup, à la fois des gilets jaunes, qui ne se sentent pas... des Ardennes, alors vous qui voyez... ne se sentent pas représentés quelquefois par ceux qui s'expriment sur les plateaux, il faut le dire aussi. Nous soutenons le mouvement des Gilets jaunes et les revendications des Gilets jaunes. Et moi, je ne mets pas dans le même sac ceux qui ont des revendications sociales pour lesquelles j'appelle une réponse politique forte, et c'est pour ça que je déplore la méthode du président de la République. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et vous savez qu'aujourd'hui, un gilet jaune, tel que monsieur le porte, vous avez des gilets jaunes qui, eux, sont dans la revendication sociale, et vous en avez certains qui utilisent ces gilets jaunes comme un camouflage, et qui sont des casseurs, qui sont des gens violents, qui viennent détruire. Et donc, moi, je ne mets pas dans cette situation d'état d'urgence, évidemment, une mesure contre des personnes qui ont une revendication sociale. Si vous mettez l'état d'urgence en place, elle est mise sur le territoire. Mais oui, c'est bien. Donc, ce qui veut dire que l'état d'urgence sur le territoire, quelque part, va museler l'expression populaire là où il n'y a pas de problème. Et cet état d'urgence n'est pas nécessaire pour assurer un maintien de l'ordre efficace sur des manifestations particulièrement violentes. À Paris, on a les moyens de le contenir. Seulement, aujourd'hui, le dispositif français du maintien de l'ordre, c'était du dispositif statique, avec une sanctuarisation d'un endroit déterminé, parce que le maintien de l'ordre en France, ce sont des manifestations déclarées, préparées avec des organisateurs et les forces de police, et donc un dispositif statique. Là, on est sur des rassemblements et des manifestations mobiles avec des casseurs, et donc on doit être réactif. Et il n'y a pas besoin de l'état d'urgence. Alors il y a une évolution là, de dispositifs de sécurité que le ministre évidemment ne peut pas révéler aujourd'hui. C'est votre analyse. Vous n'êtes pas le représentant de toutes les forces de sécurité, on est d'accord. Non, mais j'ai fait du maintien de l'ordre, madame. Donc je sais un peu ce que c'est. Je respecte votre position, mais je dis simplement qu'elle n'est pas partagée par tous non plus. Non, donc mais moi je suis pas dans l'escalade sécuritaire, madame. Si on peut revenir à ce qui vient d'être dit, ce qui m'a frappé quand même, c'est que on sent que l'heure de la contre-offensive a sonné, et je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Charançon, parce que je pense que pour la première fois, on a l'impression que l'État est là. L'État est revenu. Moi, j'étais très critique avec Christophe Castaner jusqu'à présent, notamment quand il faisait ses basses manipulations. Au début, il expliquait que c'était l'ultra-droite, le machin, une grande manifestation le péniste, enfin tout ça était grotesque. Et je trouve que là, il a revêtu les habits de ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Jusqu'à présent, vous aviez un pouvoir sourd, arrogant, méprisant pour les policiers, parce que les policiers, ils étaient là pour faire leur boulot, et on voit pas l'enfer qu'ils vivent quand même, parce qu'ils sont là, ils prennent les coups comme ça, etc. Et puis une absence totale d'humilité devant les gilets jaunes, dont certains, effectivement, souffrent, sont absolument en bas de l'échelle. Et là, je trouve que, d'abord, il commence humble, c'est-à-dire sur les gilets jaunes, il dit pratiquement le contraire de ce qu'il disait avant. Avant, il disait que c'était l'extrême droite. Là, il dit, oui, ils ont des problèmes, il faut les écouter, je les ai écoutés, je les ai entendus, etc. Ce qu'il disait pas avant. Et ensuite, oui, je pense. Et ensuite, bien sûr, c'est plus du tout le même discours. Et ensuite, et ça, ce serait un discours que devraient tenir tous les ministres aujourd'hui, quand même, donner le sentiment d'être un peu à l'écoute. Et puis de l'autre côté, enfin, la police a un patron, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Je suis désolé, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Et là, voilà, il dit les choses. Il les défend, parce que moi j'étais très frappé aussi de l'absence totale de défense, et puis même ce président-là qui arrive comme ça, qui les salue vaguement, enfin on a l'impression qu'ils font leur job, comme si le pouvoir ne se rendait pas compte de la violence qu'ils subissent, de leurs difficultés, de leur quotidien, enfin, etc. On parle tout le temps de souffrance dans ce pays, tout le monde souffre, mais je suis désolé, les policiers souffrent aussi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience que vous reconnaissez aussi, Nadine Morano? Mais écoutez, on verra, pour l'instant j'entends un discours. Moi je trouve dramatique qu'on en soit arrivé là. Parce que s'il y avait une réponse politique, d'avoir écouté cette souffrance, comment aujourd'hui on peut accepter que dès le début de son quinquennat, il supprime l'impôt sur la fortune pour 300 000 personnes et qu'il fasse porter à 7 millions de retraités l'augmentation de la CSG, que d'un coup les gens qui bossent au quotidien et qui gagnent un SMIC, qui vont se retrouver à faire leur plein d'essence pour aller travailler, qui habitent dans les territoires ruraux, se disent mais ça va encore là aussi augmenter. Justement, je veux dire, c'est ces choix budgétaires qui ne vont pas. Vous dites que vous soutenez les gilets jaunes. Moi, je voudrais vous poser 2 ou 3 questions concrètes. Par exemple, les gilets jaunes réclament plus de services publics, notamment de proximité. Oui. Il me semble que dans le programme que vous défendiez au moment de l'élection présidentielle, c'était 500 000 fonctionnaires en moins sur l'ensemble du quinquennat. Par exemple, ils demandent une hausse du SMIC de 200 €, enfin quelque chose, une somme significative tout de suite. Est-ce que vous êtes pour une hausse immédiate du SMIC de 200 €? C'est ça que je voudrais savoir. Concrètement, vous les soutenez, ok ?
on soutient la douleur, on soutient tous la peine qu'ils ont, mais concrètement, vous soutenez quelle proposition dans leur programme? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans les choix budgétaires qui ont été faits, le budget est en train d'être voté au Parlement, vous avez encore 44 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Tant qu'on n'aura pas le courage de remettre tout à plat, parce que là, on dit ils veulent 200 euros, mais pourquoi pas 300 et pourquoi pas 400? Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a une... Alors, quand donc vous on êtes regarde... pour ou contre la hausse du SMIC, par exemple? Il faut trouver... Mais, monsieur, quand vous dites ça... parce que c'est une revendication qu'ils ont, eux, sur le terrain, sur les barrages. Ce qu'ils demandent, de manière plus générale, c'est une hausse de leur pouvoir d'achat. Quand des retraités, qui eux aussi payent la CSG, et que vous les voyez sur les barrages, des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie, où Emmanuel Macron dit « moi je veux que le travail paye plus », et les retraités qui vous disent « mais ils ne respectent pas, nous, tout le travail qu'on a fait au cours de notre vie, et aujourd'hui, les retraites ne sont plus indexées sur l'inflation, on nous augmente la CSG, et de l'autre côté, on baisse d'un coup, et très vite, l'impôt sur la fortune. Il faut avoir une politique équilibrée. Alors, mais qui ne passe pas forcément par la hausse du SMIC, selon vous, aujourd'hui? Mais je ne peux pas vous dire il faut augmenter tout de suite le SMIC. Moi, je ne veux pas être dans la démagogie. Je veux qu'on remette à plat. Vous savez, quand il y a eu la grande crise économique en 2008 et 2009, on a eu une méthode de soutien du pouvoir d'achat et on a mis en place 2 sommets sociaux. Il faut pouvoir travailler concrètement. Comment est-ce qu'on permet à des gens aujourd'hui qui ont des revenus modestes de pouvoir mieux gagner leur vie? Ça passe par la baisse de la fiscalité, ça passe par la baisse des taxes aussi, ça passe par la baisse des dépenses publiques. Comment voulez-vous qu'on dise aujourd'hui on va vous augmenter le SMIC à des chefs d'entreprise qui, eux, ont besoin d'avoir des marchés pour pouvoir payer les gens un peu plus cher? Donc tout ça, c'est un tout. C'est pas uniquement on va vous donner 200 euros de plus, on va vous donner une prime de 1000 euros. Ça veut rien dire. Comment est-ce que sur le long terme, des gens peuvent mieux vivre? Christophe Chalençon, là-dessus, sur ce que dit Nadine Morano. Macron n'a pas cette méthode. Il a reculé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des violences et qu'il voit qu'il ne tient plus rien. C'est ça la vérité. Et je trouve ça lamentable, en fait. Lamentable. Christophe Chalençon. Oui. Si vous pouvez réagir à ce que vient de dire Nadine Morano. Moi, je vous écoute sur les plateaux. Pour moi, ça, c'est l'ancien monde. Oh, ben il est beau le nouveau monde. Hein. Oui, excusez-moi. oui. Le nouveau monde, c'est celui de monsieur. Là. Oui, non, mais c'est le monde de monsieur Chouard qui prépare déjà depuis de longtemps une nouvelle société. Monsieur c'est qui? Le ministre Chouard, le ministre de l'Agriculture. Monsieur Chouard, pardon. Éric Chouard. Vous n'avez pas vu un petit peu son Dites-nous. travail? Une nouvelle société qui sera beaucoup plus horizontale. Alors, je ne sais pas qui est Éric Chouard, excusez-moi. Vous allez y travailler. Mais quand vous parlez de l'ancien monde en parlant de Nadine Morano, oui, c'est... mais parce que c'est de la politique politicienne. Enfin, c'est des jeux de mots aussi, mais ancien non, monde, mais parce nouveau que monde. ça fait des années qu'on vous entend dire ça. Mais si. Le SMIC, s'il avait eu d'augmenter, c'est pas aujourd'hui, c'est pas par la force que nous l'aurions obtenu, c'est que vous, politiques, vous auriez été connectés directement au peuple, vous seriez rendu compte. Je suis du peuple, monsieur, c'est pas moi qu'il faut faire des Combien vous sons. gagnez par mois? Non mais monsieur, moi je viens d'un milieu d'ouvriers. Non, mais c'est bien. J'ai grandi dans un milieu d'ouvriers. Ma mère aujourd'hui touche une petite retraite de réversion. Et aujourd'hui, je vais vous dire, quand ils sont en train de travailler sur la réforme des retraites, il faut arrêter, je suis pas née députée, vous voyez monsieur. Je suis pas née députée dans ma vie. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il faut faire sauter le dogme. Il a employé un mot fort. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il faut faire exploser le dogme des 3%. Étienne Chouard, c'est un enseignant qui a des accointances avec Alain Soral, pour le resituer un petit peu. Ah oui, accessoirement. Et moi, je ne vous connais pas, monsieur Chalençon, vous voyez. Mais moi, je vous connais. Non, mais ok, mais c'est très bien que vous êtes une politique non, mais de très longue date. Je ne suis pas une politique, monsieur. Ah bon, vous êtes quoi, non, mais je suis d'abord une élue au suffrage universel. Vous, par exemple, vous êtes aussi sur les plateaux, mais quand je discute avec des gilets jaunes dans mon secteur, dans mon territoire, qui voient des gilets jaunes comme Jérémy Clément, avec qui je me suis retrouvée sur un plateau télé, qui ne dit pas du tout la même chose que vous, par exemple. Donc, les gilets jaunes qui, eux, ont des revendications sociales comme la suppression de la hausse de la CSG sur les retraites ou retravailler vraiment sur cette histoire de pouvoir d'achat, nous avons envoyé des revendications. Vous les regardez pas. Monsieur Chalençon, ils me disent, pardon de vous le dire, je comprends la difficulté de ce mouvement parce qu'il n'y a pas de représentants qui ont été désignés d'une manière démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans un mouvement de colère spontanée, non organisé, non légitime d'une part. Parce que vous n'êtes pas... Non mais quand je parle de légitimité... Non légitime qui fait trembler le Non, je ne parle pas de la légitimité de la souffrance exprimée. Là, je parle de la légitimité de ceux qui sont les visages qui viennent sur les plateaux. À un moment donné, on nous demande... On a 20 jours d'existence. Mais vous, par exemple, vous venez d'où? Alors, attendez, on va reprendre la discussion dans 2 minutes. Bougez pas. Nous revenons tout de suite. À tout de suite. L'artisan forgeron. D'accord.
Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, l'électrique pour tous. Profitez de Renault Zoé à partir de 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeuble.fr. Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt. Dans les chocolats les plus raffinés. Vivez toute la féerie de l'instant pour des fêtes éblouissantes. Illuminez vos fêtes avec Champs-Élysées de Lindt. Lindt, maître chocolatier suisse. Arthur Furteau, je suis directeur marketing chez Comme J'aime. J'ai la responsabilité de faire connaître auprès du grand public notre programme en mettant en avant des témoins dans des films publicitaires. Nous faisons toujours appel à nos clients pour venir témoigner. Ils nous racontent leur histoire, ils ont le sourire, ils sont fiers d'eux et ça nous rend fiers de nous. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Et moi, 22 kilos. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez tout de suite le 0800 106 106. 0800 106 106. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Que l'on soit en quête de liberté ou que l'on surmonte ses premiers obstacles, la joie du sport nous réunit tous. Ce Noël, offrez la joie du sport. Si certains jours sont extrêmes, mais que votre quotidien reste une aventure, alors choisissez le rasage qui vous ressemble. Philips S9000 Prestige, le rasage électrique le plus précis au monde. Précision ultime, confort parfait. Nouveau Philips S9000 Prestige. Rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua. Benvenuti alla felicità al quadrato. Les défis Soch. Ce Père Noël séchant ses chaussons sur sa cheminée, passe chez Soch sans souci. Assis sur sa cheminée, Georges sous sa sapin est passé chez Soch en chaussons. Il sort de sa cheminée assis sur son sapin sans se soucier de ses chaussons en passant chez Soch. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Profitez de la promo de Noël sur le forfait avec 50 Go de data. Soch. Bienvenue si vous nous rejoignez. Emmanuel Macron s'exprimera en début de semaine prochaine après une nouvelle manifestation des Gilets jaunes demain qui s'annonce à haut risque. Notre éditorialiste aujourd'hui, c'est Franz-Olivier Gisbert. Merci d'être avec nous, Franz. À la veille des Gilets jaunes, les lycéens continuent de se mobiliser. Marwan Majrar de La Fidèle nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et toujours sur ce plateau, Nadine Morano. Merci d'être là. Denis Jacob, secrétaire général alternatif Police CFDT. Merci à vous. Et Christophe Chalençon, Gilets jaunes qu'on ne présente plus. Merci d'être avec nous. D'abord, on va parler des titres, des grands titres de l'actualité. À la une, dispositif de sécurité exceptionnel demain à Paris et dans toute la France face à une nouvelle manifestation des Gilets jaunes à haut risque. 8000 membres des forces de l'ordre mobilisés dans la capitale, 89 000 dans tout le pays. Et pour la première fois depuis des décennies, des blindés de la gendarmerie seront engagés dans la capitale pour faire face à un mouvement qui a changé de nature, indique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et face à ce risque attendu, Emmanuel Macron préfère attendre avant de prendre la parole. Il s'exprimera en début de semaine prochaine. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui l'a fait savoir tôt ce matin, précisant que le chef de l'État ne voulait pas, je cite, mettre de l'huile sur le feu. Dans le même temps, la mobilisation des lycéens se poursuit donc. Une manifestation doit partir de la place Stalingrad à Paris. Hier, près de 300 établissements ont été perturbés, 45 totalement bloqués, 700 personnes ont été interpellées. Voilà pour le rappel des grands titres. Retrouvez votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher.
Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Voilà, et on parle donc de la mobilisation des lycéens qui se poursuit. Hier, 700 personnes ont été interpellées, dont 122 à Mantes-la-Jolie. Les images d'une arrestation font grand bruit ce matin. On y voit des adolescents alignés à genoux, mains sur la tête, encadrés par des policiers armés. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est dit choqué, mais a tenu à rappeler le contexte de la violence qui a mené à cette opération. Voilà, 110 gardes à vue ont été prolongées, 17 adolescents sont déférés ce matin. On écoute le ministre. Les images des interpellations des jeunes gens arrêtés sur cette commune sont dures. Vous avez raison de le souligner. Mais je crois qu'il est important de les replacer dans un contexte. Il y a la vérité, il y a le commentaire, il y a aussi l'exploitation par certains. Au fil des jours, ce que l'on a pu observer, c'est que des lycéens auteurs de blocage étaient rejoints par une centaine d'individus encagoulés et armés de bâtons et d'engins incendiaires, avec la ferme intention d'en découdre avec les forces de l'ordre. Ce ne sont pas des mouvements de lycéens, mais de véritables violences urbaines. Seuls 12 personnels de police étaient là pour effectivement les empêcher de s'enfuir. Ils étaient 150 à être interpellés. D'où cette procédure qui correspond avant la fouille à la procédure classique. Voilà, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui apportait d'autres précisions après Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Marouane Majrah, ces images, on en parle beaucoup depuis ce matin. Le ministre de l'Intérieur vient de préciser que ce sont des violences urbaines. Bien, écoutez, il s'agit peut-être de violence, mais aujourd'hui, les images que nous avons concernant ces lycéens sont extrêmement choquantes. Les mots ne sont pas de moi, ils sont d'ailleurs de Jean-Michel Blanquer qui le disait. Et ces images, elles sont choquantes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on met à genoux les enfants de la République, c'est-à-dire Gavroche. Et très clairement, quand on voit des lycéens assis, moi je veux aussi vous parler de ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire une police ultra répressive qui est présente le matin devant les établissements pour se mobiliser contre deux réformes qui attaquent l'éducation, notamment Parcoursup et la réforme du bac. Et ils se mobilisent. Et très clairement, il y a des... Arrêtez, il n'y a pas de blessés, là. Attendez, on va juste... Il n'y a pas de blessés, entendre... ils auraient pu être massacrés, il n'y a pas de blessés. Denis Jacob, secrétaire c'est pas parce que c'est des lycéens national. qui vont faire n'importe quoi. On met à genoux les enfants de la République. Vous savez ce que c'est qu'un dispositif de sécurité ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut arrêter d'interpréter des images tirées de son contexte qui durent quelques secondes. Qu'on a recontextualisé ce matin. Vous le disiez très justement, il n'y a eu aucun blessé. Non mais attendez, il ne faut pas tout confondre. C'est comme les Gilets jaunes. Il y a la manifestation des Gilets jaunes pacifistes et puis il y a les casseurs. Eh bien, il y a la manifestation des lycéens qui portent des revendications qu'ils considèrent qu'il faut écouter dans le cadre du dialogue avec quelque gouvernement que ce soit. Vous organisez une manifestation, elle est organisée avec les forces de sécurité, avec la préfecture de police, pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions et qu'on puisse vous assurer une sécurité optimale pour éviter que des casseurs s'infiltrent dans votre mouvement. Eh bien, Mantes-la-Jolie, ce ne sont pas des lycéens, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucun élément. Le sujet n'est pas là, le sujet est sur ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie avec des lycéens qui ont été interpellés. Évidemment, le feu, ça sert à quoi de mettre le feu ? Attendez, si vous parlez tous en même temps, on entend plus rien. Si vous voulez faire du monologue, moi je peux quitter le plateau tout de suite. Non, on aimerait bien vous garder. Laissez-moi répondre. On est dans un contexte de violence urbaine, où on a des individus, plus de 150, qui attaquent les forces de sécurité au moyen de cocktails Molotov, au moyen de barres de fer, de battes de baseball. Il y a un dispositif d'interpellation qui essaye de mettre le feu partout. Il y a un dispositif d'interpellation qui est mis en place. On les interpelle sur place. Ils sont 56. On a sur le moment 70 collègues qui interviennent. On ne peut pas transporter dans l'immédiat 150 personnes, ou alors il faut affréter des bus. Donc on ne le peut pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On interpelle. On ne les menotte pas. Vous avez vu qu'ils n'avaient pas de menottes parce qu'on n'a pas assez de matériel, donc on a mis des serflex. Et pour éviter qu'ils s'enfuient, et pour pouvoir avoir une surveillance globale des interpellés, on les met dans un contexte sécurisé à genoux pour éviter qu'ils s'enfuient et les mains dans le dos pour éviter qu'ils se relèvent. Et on attend les véhicules pour les transporter au commissariat. C'est une mise en sécurité d'interpellés pour pouvoir les mettre en garde à vue. Nadine Morano, sur ces images de Mantes-la-Jolie, s'il vous plaît. Moi, je préfère voir des jeunes à genoux en sécurité
que de les voir risquer leur vie. Oui, d'accord. Franchement, à un moment, les Gavroches de la République, ça va, quoi. Hein, je veux dire, moi, je pense aussi que les parents devraient remettre un peu d'autorité là-dedans et que les jeunes qui prennent des risques pour leur vie dans un mouvement aussi... C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas le droit de se mobiliser, les jeunes n'ont pas le droit d'avoir... Ils n'ont pas le droit de brûler les pavillons, mais c'est pas d'essayer de brûler les voitures, ils ont pas que le les droit. jeunes puissent avoir des revendications. Ils sont extrêmement minoritaires, ces personnes. On a été jeunes aussi avant. Quand on a eu des interpellations à Mantes-la-Jolie, on a eu 150 interpellations. Attendez, parce que si vous parlez en même temps, partez du principe qu'on vous entend pas. Nadine Morano, après vous répondrez. Des jeunes qui se retrouvent, alors c'est peut-être pas drôle d'être à genoux avec les mains derrière la tête. Moi, je préfère les voir comme ça, avec la police qui les protège, plutôt que de savoir qu'il peut y avoir des morts. Alors moi, ça me choque pas du tout. Ça, je peux vous dire. Et qu'en plus, ceux qui ont commis des actes tels qu'aller prendre des bouteilles de gaz ou mettre le feu, soient interpellés, soient mis soit en garde à vue, je trouve ça très bien. Après, c'est aux policiers à faire leur travail. Et moi, je respecte la police qui protège aussi ses enfants de la République. C'est aussi ça le sujet. C'est étonnant parce que, en l'occurrence, moi je veux le souligner, il s'agit donc de 150 interpellations. Parmi ceux-là, il y a effectivement des lycéens qui ne... Et 110 gardes à vue, il y a effectivement des lycéens qui ne sont pas responsables des violences. Par ailleurs, moi je veux rappeler aujourd'hui le contexte des blocages et des mobilisations qui se tiennent, avec une police qui attend les lycéens tous les matins à l'entrée des établissements et qui est extrêmement violent. On a des lycéens qui se font pointer et se faire viser avec un flashball. Enfin, je pense que vous n'aimeriez pas, Madame Morano, quand vous mobilisiez, de vous faire pointer par un flashball. On a des lycéens qui se sont fait dérober leur téléphone par des policiers. On a des lycéens qui sont crachés dessus. Marouane, il y a beaucoup de lycéens aussi qui veulent aller à l'intérieur de l'établissement pour suivre les cours et qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a des blocages. Ça, c'est la réalité. Oui, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont bloqués par vous. Mais où est la démocratie là-dedans? Où est la démocratie? Il y a toujours des assemblées générales. Nous, officiellement, les assemblées générales, ils veulent travailler. Il y a des lycéens qui veulent passer le bac. Il y a des lycéens qui veulent avoir leur bac. Communiqué de presse, l'appel au jeudi 6. Ne dites pas les Gavroches, les enfants. Mais effectivement, mais évidemment que ce sont les Gavroches de la République parce que eux, ils se mobilisent parce que les réformes de l'éducation aujourd'hui, elles attaquent véritablement. Alors, Marouane, j'aimerais juste entendre Christophe Chalençon là-dessus. Christophe Chalençon. Allez-y. Moi, je vais le surprendre. Moi, je vais le surprendre parce que j'ai 3 fils. Je vais te dire une chose. Qu'ils aillent manifester, c'est une chose. Qu'ils respectent les collèges, tout ça. Mais s'il y en avait eu un qui crame quelque chose, il prenait... Déjà, j'aurais remercié les forces de l'ordre de l'avoir arrêté. Et en rentrant à la maison, il aurait pris un gros coup de pied au cul. Voilà. J'ai répondu. Les violences, pour le coup, donc, on les condamne, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et par ailleurs, en fait, aujourd'hui, la majorité des lycéens ne sont pas violents. La majorité des lycéens, ils se mobilisent pacifiquement. Et aujourd'hui, s'il y a des débordements, on les a condamnés, on continue à les condamner. Et nous, en fait, on est aussi dans l'optique de pacifier cette situation. Et là, ça a pacifié la situation, de prendre cette situation sécure en mettant les gens à terre pendant un temps, le temps d'y voir clair. C'est une façon de sécuriser. C'est une manière et de communiquer. Là, moi, je voudrais quand même qu'on rétablisse, on fait l'amalgame. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, ce n'était pas une manifestation de lycéens. Je suis désolé. C'était des casseurs. En te voyant rentrer dans la salle et en t'écoutant parler, je ne pensais pas que tu te serais retrouvé à genoux comme cela. À genoux, moi ? Oui. Est-ce que tu serais allé au contact des forces de l'ordre? Est-ce que tu aurais brûlé des poubelles? Est-ce que tu aurais braqué... La majorité des lycéens, ils sont comme moi. Ils alors voilà, on ne fait pas l'amalgame entre ceux qui ont été aujourd'hui... Il s'agit de... Je suis le seul à représenter les lycéens ici. Les lycéens, ils pensent ce que je pense. Et très clairement, en fait, ils m'ont aussi... les lycéens ne pensent pas tous ce que vous pensez. Non, un syndicat de lycéens. Il y en a qui veulent suivre les cours. Vous ne représentez pas tous les lycéens, c'est pas vrai. Moi, je représente les lycéens. Et par ailleurs, on a gagné... Dans 2 minutes. La discussion est compliquée à arrêter, mais je vous promets, on la reprend dans 2 minutes. Restez avec nous, à tout de suite. Retrouvez votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, l'électrique pour tous.
Profitez de Renault Zoé à partir de 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Adieu les files d'attente avec notre lecteur de cartes ultra rapide. EasyToll, passez à la vitesse supérieure. Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le compter? Est-ce qu'il y en a un de vous qui n'aime pas le compter, les garçons? Non, chef. Voilà. Ouais, comment peut-on ne pas aimer le compter? Si vous en rencontrez un, envoyez-le moi. Je peux vous dire qu'avec moi, il va l'aimer. Qu'est-ce que vous faites? Je vais goûter, chef. Pour être sûr, chef. La 2, les garçons, la 2. Et vous, connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le compter? Comptez, comptez. Attention, voici une offre exceptionnelle. Avec Comme J'aime, testez une semaine gratuite. Chloé a perdu 5 kilos pendant sa première semaine gratuite. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, bah, tant pis, on l'a pas payé, c'est gratuit. Louise, elle, a perdu 3 kilos pendant sa première semaine gratuite. Je me suis dit que j'avais rien à perdre. Il fallait juste que je me laisse tenter. Alors vous aussi, lancez-vous et testez une semaine gratuite. Appelez tout de suite le 0800 106 106. 0800 106 106. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Et là, mais combien de coussins vous avez mis dans ce canapé? Il est bien rembourré, hein? Nous, on sait comment vous apporter le confort. Surtout avec ce nouveau format à double profondeur. Jusqu'à demain chez Poltron et Sofa, reprise de votre ancien canapé jusqu'à 1500 €. Venez choisir votre nouveau canapé fait main en Italie. La reprise et la livraison sont gratuites. On les essaye tous. C'est un travail agréable. Mais il faut bien le faire. Poltrone et Sofa, artigiani della qualità. Et voilà. Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt. Dans les chocolats les plus raffinés. Vivez toute la féerie de l'instant pour des fêtes éblouissantes. Illuminez vos fêtes avec Champs-Élysées de Lindt. Lindt, maître chocolatier suisse. Oh, la belle. Avec René Coste Viager, augmentez votre retraite, profitez d'une rente à vie et réalisez vos projets. Appelez gratuitement le 0800 960 900. René Coste Viager. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeubles.fr. Retrouvez votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Suite de notre émission avec nos invités pour parler de la mobilisation des lycéens. Marouane Majrar de la Fidèle est avec nous. Merci d'être là. Nous parlons évidemment de la mobilisation des Gilets jaunes à la veille d'une grosse journée avec Christophe Chalençon. Merci d'être avec nous. Pour ce qui est des violences attendues, le policier Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT est avec nous. Et Nadine Morano, merci d'être là aussi. François-Olivier Gisbert, évidemment, ne nous quitte plus. Concernant le dispositif de sécurité de demain, il a été détaillé par Édouard Philippe hier soir, reprécisé par Christophe Castaner ce matin. 8 000 membres des forces de l'ordre à Paris, 89 000 sur toute la France, une douzaine de blindés de la gendarmerie à Paris. L'Élysée communiquait cette semaine sur plusieurs milliers de personnes qui viendraient à Paris pour casser et tuer. Quelles sont les raisons de ne pas avoir peur aujourd'hui ? Les raisons de ne pas avoir peur aujourd'hui, c'est qu'on est là pour assurer la sécurité de nos concitoyens, enfin quand même. On a affaire à des professionnels de la sécurité, du maintien de l'ordre. On met bien évidemment un dispositif à la hauteur des risques. Vaut peut-être mieux prévoir trop que pas assez. Les semaines passées l'ont démontré. Donc voilà, c'est mais pas... avec des policiers fatigués à bout de nerfs. Oui, alors les policiers sont fatigués. Enfin, je rappelle quand même qu'ils sont à pied d'œuvre depuis les attentats de 2015, qu'il y a eu beaucoup d'événements, qu'on a eu la COP21, on a eu l'Euro, enfin, on a eu la Coupe du Monde. On a reporté, annulé tout leur repos. Pour demain, c'est 100% de présent. Donc on a annulé beaucoup de repos de nos collègues, donc ils sont fatigués, donc il faut qu'on arrive à trouver une solution à cette situation et que nos collègues puissent enfin se reposer. Et Christophe Chalençon, je précise que tout